Nous sommes le plus souvent piégés par les évidences. Lorsqu'on parle de territoire, on pense le plus souvent, le plus immédiatement, aux dimensions physiques et géographiques et aux dimensions institutionnelles et sociopolitiques, réduisant le territoire à son périmètre administratif tel que défini par la loi, sur un espace physique donné sur lequel le politique exercerait son pouvoir dans des domaines eux-mêmes définis par la loi. On a tous en tête ces débats homériques au Parlement sur la répartition des compétences, qui agit sur quoi et avec quel pouvoir. En particulier sur la clause de compétence générale, permettant à une collectivité de se saisir d'un sujet d'intérêt pour son territoire administratif, même si elle ne possède pas, par la loi, la dite compétence. Les collectivités n'ayant pas la compétence de leurs compétences. On répartit en attribuant à la collectivité dont l'échelle paraît la plus pertinente. Et ensuite, on semble prendre pour acquis que chacun saura trouver les moyens de s'articuler avec les autres échelles de territoire pour faire fonctionner tout ça, tout en rappelant régulièrement le principe de libre administration et de non-tutelle d'une collectivité sur l'autre. Et chaque jour, agents comme élus essayent de composer avec des périmètres qui ne correspondent pas aux réalités perçues et vécues. Puisque nous le savons, le sentons tous, de par nos modes de vie, nos territoires, réels et virtuels, sont multiples. Le territoire d'influence des aires urbaines déborde largement les frontières administratives. Il suffit d'avoir en tête les navetteurs frontaliers français, qui chaque jour se rendent à Bruxelles ou à Genève. L'aire d'influence des villes brouille aussi les frontières entre rural et urbain. Mais surtout, dans un monde globalisé, les défis contemporains méconnaissent ces frontières, et encore plus les rouages administratifs. Dans les faits, les structures courent toujours après la réalité du territoire. La définition géographique, institutionnelle et politique perd de son sens et nous invite à regarder autrement. Adopter une autre compréhension des territoires et une autre approche de la gouvernance, capable de mettre au centre de la réflexion et de l'action les interdépendances. Chaque question de notre quotidien embrasse une multiplicité de dimensions inséparables les unes des autres. Pourtant, ces questions sont le plus souvent traitées de manière séparée. L'approche sectorielle des politiques publiques en témoigne chaque jour. La multiplicité des dispositifs, s'ignorant les uns les autres, accentue le sentiment de faible efficacité des réponses aux besoins des gens. Dans un système désormais mondialisé, la prise en compte des liens entre les différentes dimensions d'une problématique semble autant délicate qu'indispensable. Les réalités techniques et économiques de nos sociétés, la nature des interdépendances au sein des sociétés, entre elles et avec la biosphère, ont évolué bien plus rapidement que nos systèmes conceptuels et que nos institutions. Nos systèmes de pensée, nos systèmes institutionnels, nos modes d'action collectifs, partis politiques, syndicats, sont hérités de systèmes anciens qui ont peu évolué. Les politiques publiques d'aujourd'hui se construisent avec des représentations et des pratiques anciennes. Prenons les théories économiques. Construites au XVIIIe siècle et codifiées au XIXe siècle, elles s'appuyaient sur une réalité où les acteurs économiques étaient loin d'être des multinationales et les algorithmes ne rythmaient pas notre quotidien. La société a changé, mais les théories économiques n'ont pas bougé. Notez à contrario que la nature n'a pas changé, mais les théories scientifiques ont fort évolué. Ce qui est le propre de la science de savoir se renouveler. Cette inertie de nos systèmes institutionnels, de nos systèmes de pensée et de nos modes d'action collectifs se traduit concrètement par un décalage entre les échelles, les objets et les méthodes de la gouvernance d'une part, la nature des besoins des sociétés de l'autre. Cependant, le propre de ces systèmes est justement de faire système, c'est-à-dire d'avoir créé les conditions de leur auto-renforcement et de leur pérennité par une organisation cohérente de l'ensemble de leurs dimensions. Pour faire face aux défis contemporains, dans un contexte de répartition étanche des compétences entre les échelles administratives et de non-tutelle d'une collectivité sur l'autre, la capacité à travailler de manière transversale les enjeux du territoire apparaît comme essentielle. Pourtant, rien ne prédispose à cette transversalité.
L'organigramme des collectivités est le reflet, autant que le moteur, d'un fonctionnement en silo. Le mode d'évaluation des agents n'attache que peu d'importance à leur capacité à animer des processus coopératifs et à travailler en mode projet. Les élus restent fort attachés à leur portefeuille et à la conduite de leur politique thématique. En France, après l'adoption en 2015 de la loi portant la nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, le paysage institutionnel est marqué par l'abandon de la cause de compétence générale, des compétences affectées, mais aussi des compétences et des périmètres élargis. Pensons aux régions et aux intercommunalités. Ceci se traduit notamment par des équipes mastodontes, avec son corollaire, une plus grande division du travail. Pour faire face aux défis d'aujourd'hui, il nous faut donc travailler nos systèmes de pensée. D'abord, appréhender la complexité, pour comprendre les territoires. Et ensuite, transformer nos modes de représentation et de pratique, pour construire la gouvernance et des dispositifs de travail propices à la transversalité et à la coopération.